Bonjour, je suis Microphone. Vous m'avez sans doute déjà vu sur la chaîne Formule Blabla dans des émissions telles que de Fangio à Hamilton, le meilleur pilote du monde, 2006-2010, 5 saisons, 5 champions du monde ou encore top 10 des meilleurs accidents en Formule 1. Je suis ici pour vous partager une astuce que j'ai récemment découverte pour regarder les compétitions automobiles gratuitement grâce à CyberGhost VPN. J'ai ajouté le chat pour gagner de la crédibilité à mon propos. Qu'est-ce que tu veux, toi? Fan de Formule 1, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de deuil suite à la mort du service de streaming de la F1 en France. À travers les services de CyberGhost VPN, vous serez en mesure de suivre la nouvelle saison de Formule 1 pour seulement 2,03 € par mois, en vous connectant en Belgique, où la compétition est diffusée en clair avec le meilleur vigneron qui soit. Vous pouvez essayer cette solution lors du prochain Grand Prix et profiter d'une réduction spéciale de 83% et 4 mois d'offert sur l'offre CyberGhost VPN grâce au lien en description. Sachez que selon mes sources, CyberGhost VPN est leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Simple d'utilisation et compatible avec toutes les interfaces ici représentées par des logos, vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané. En masquant votre adresse IP, en redirigeant votre trafic dans leur réseau virtuel privé, leur logiciel permet de débloquer plus de 35 plateformes de streamings telles que le Netflix, Hulu ou BBC iPlayer pour voir par vous-même la catastrophe qu'est devenue Doctor Who. Je ne leur pardonnerai jamais. Vous avez 45 jours pour vous faire rembourser, donc n'hésitez pas à l'essayer. Allez, sur ce, moi je vais m'occuper du chat. Je vous avais déjà proposé cette thématique sous forme de short par le passé, avant de ne pas pouvoir la terminer pour cause d'un disque dur cassé. Alors pour ce début de saison, je m'engage à vous proposer cet épisode spécial avec une liste non exhaustive des rookies les plus marquants en Formule 1, même si vu que je suis Formule Blabla, ma liste sera sans conteste la plus complète que vous pourrez trouver dans le genre. C'est le talent. Je vais quand même établir quelques règles. Premièrement, pour être considéré comme marquant, il faut avoir une machine qui a permis aux pilotes de faire mieux que des 17e places. Par exemple, les débuts d'Alonso étaient excellents, mais bon, vu qu'il avait une Minardi, on peut pas dire que ça a marqué. On va aussi parler de quelques pilotes qui sont arrivés en courte saison, et on va parler donc de ces quelques courses qu'ils ont fait, suivies de leur première saison complète. Et enfin, c'est un épisode consacré aux rookies, donc pour ceux qui veulent caser la blague sur Farina, le premier champion de l'histoire dans cette liste, vous pouvez vous la fermer, physiquement déjà, et ensuite regarder mon émission consacrée à l'histoire de la Formule 1. C'est pas parce que vous tolérez mes blagues insupportables que moi je tolérerai les vôtres. Mais pour ne pas perdre les moins initiés avec l'histoire, on va commencer par celui qui impressionnait avec ses nombreux podiums pour sa première saison. Il était évident que Lewis Hamilton était exceptionnel dès sa première course. Qualifié 4e, il prenait l'extérieur au premier virage pour passer son coéquipier en 3e place et pour finir à cette même position. Son palmarès passé parlait pour lui, mais faire ses débuts dans un top team aux côtés d'un double champion du monde en titre et ne jamais lâcher son rythme en qualif et en course tout au long de la saison démontrait un potentiel effrayant. La lutte entre Ferrari et McLaren, menée par Alonso et Raikkonen, les deux gros caïds de l'époque, signifiait que chaque point serait primordial et que la régularité serait la clé, et c'est le bisu lui-même qui l'a démontré en menant le championnat sans prendre de victoire avant la 7e manche. Le fait qu'on estime qu'il a perdu le titre à cause d'une saute d'orgueil du stand McLaren en Chine et d'une défaillance technique au Brésil en dit long sur l'intensité de ce championnat, et on peut imaginer qu'avec un peu plus d'expérience ou de confiance en début de saison, Hamilton aurait bien pu enregistrer un record unique en gagnant le titre pour sa première saison en Formule 1. Un petit gamin souffrant de la maladie de Perth perdu sur une île lointaine de la compétition européenne, eh bien il fallait que Bruce McLaren capture l'attention de Jack lors d'une course de promotion pour faire ses débuts en 1959 chez Cooper. Si le néo-zélandais de 22 ans a eu la chance de débuter dans une Cooper gagnant les 2 titres, lui enlever du mérite à cause de cela serait pure bêtise. Car nous sommes en 1959, loin du temps où on pouvait apprendre un circuit sur sa Xbox et où les voitures demandaient un soin particulier pour voir l'arrivée. McLaren terminait 4 courses sur 8 participations avec 2 podiums dont sa première victoire, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire jusqu'à Fernando Alonso en 2003, puis Sebastian Vettel et enfin Max Verstappen.
Et le fait que vous ayez connu l'écurie McLaren avant de connaître son fondateur en dit long sur son génie mécanique, devenant plus tard un des 3 seuls pilotes à gagner un Grand Prix avec une Formule 1 de sa conception. Jean Alesi est appelé en courte saison 89 pour piloter une modeste Tyrrell et termine 4e, faisant déjà oublier Michele Alboreto qui le remplaçait. Son avenir semble déjà tout tracé si ce n'était pour Eddie Jordan, son patron en Formule 3000, qui lui rappelle aimablement qu'il est encore sous contrat et qu'il est hors de question qu'il rate une seule course de F3000. En 8 Grands Prix, il termine 9e avec 8 points, exterminant son coéquipier, confirmant son talent avec un baquet permanent en 90, où il a donné du fil à retordre à la puissante McLaren de Senna dès la première course et où il a pris son premier podium. C'est Ferrari qui se met à genoux pour le recruter et pendant quelques années, il y exposera son pilotage sublime qui fera rêver toute une génération, mais aussi une tendance à l'erreur aussi abyssale que sa malchance, et conclut sa carrière avec un taux d'abandon de 43%, ainsi que l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la discipline. Comment ce mec n'a fait pour gagner qu'une seule course ? Rares étaient les Brésiliens en Formule 1 lorsque Emerson Fittipaldi réalisait ses débuts en 1970 dans la très prisée écurie Lotus de Colin Chapman en courte saison. Et bien que très jeune, Chapman avait décelé un talent qu'il voulait exploiter, et il ne fut pas déçu. 21e sur la grille de son premier Grand Prix, il termine 8e et démontre déjà une belle maturité technique et une grande sagesse derrière le volant. Mais après seulement 3 courses, suite à la mort de Jochen Rindt, Chapman lui donne la place de numéro 1 de l'équipe, comptant sur lui pour prendre des points aux autres pilotes et pour aider l'Autrichien à gagner le titre posthumément. Une pression bien lourde pour un si jeune pilote frappé par l'horreur du sport de cette époque, mais le voilà qui gagne dès sa première course dans le meilleur châssis de la Lotus, contribuant au sacre de Rindt et posant les fondations de la légende qu'il sera sur la première moitié des années 70. Car après que Lotus a pondu une des pires as de tous les temps avec la Lotus 56B à turbine combustion, Emerson devient le plus jeune champion en 72, jusqu'à ce qu'un certain Alonso encore ne le batte en 2005. Mais certains records ne peuvent être volés, Fittipaldi devenant le premier Brésilien à gagner une course et un titre, puis le premier champion de McLaren en 74. Et t'as vu, encore une fois, il y a de la continuité, il y a vraiment une très grande narration, je trouve, dans mon contenu. Jouer le titre jusqu'à la dernière course pour sa première année ? Du gâteau pour Jacques Villeneuve, qui prenait la pole position pour sa toute première qualif chez Williams. Même s'il arrivait d'un championnat américain plus élevé qu'une simple catégorie de promotion, le jeune vainqueur des 500 miles d'Indianapolis n'a pas tardé à s'adapter aux Formule 1 et ne perdait la victoire que pour quelques ennuis mécaniques. Et après 2 luttes mondiales difficiles pour Damon Hill avec Williams, le Canadien prenait un ascendant psychologique important, tenant la lutte avec son coéquipier jusqu'à la dernière course avec 4 victoires. Loin d'être imperméable aux erreurs de rookie, il avait démontré une belle pointe de vitesse et une sublime agressivité, donnant une belle claque nostalgique aux fans regrettant la disparition de son étincelant paternel en 1982. Il finira par gagner l'année suivante, et nul doute que si sa carrière s'était arrêtée là, il aurait beaucoup plus marqué les esprits. Mais si on peut oublier les 80% restants de sa carrière à pédaler dans le peloton, nul ne pourra effacer qu'en 96, Jacques imposait un standard de rookie difficile à égaler. En 1964, Jackie Stewart préférait rester en catégorie inférieure pour gagner en maturité, plutôt que d'accepter une proposition de Colin Chapman pour rouler en Formule 1 dans la convoitée écurie de Lotus. Imaginez ça. Adoubé par Fangio et Clark en personne, le pilote écossais terminait 3e du championnat pour sa première saison en 65 chez BRM, aux côtés du champion du monde Graham Hill. Avec 4 podiums sur ses 6 premières courses, Stewart avait déjà démontré le géant qu'il allait devenir en confirmant son talent avec une première victoire à Monza, résistant aux assauts de son coéquipier. Ses pannes en fin de saison lui privent d'une chance de titre, mais si on a besoin de lui trouver des excuses, il avait en face de lui 2 des plus grands pilotes de son temps. Stewart confirme son talent en 66, remportant Monaco dès le début de saison, et entre son approche très sérieuse de la course et ses contrats de sponsoring qui étaient très rares pour les pilotes à l'époque, il devient une figure hautement populaire, quoique controversée, lorsqu'il entamait des protestations pour demander l'amélioration des conditions de sécurité. Un nom difficile à prononcer et à écrire. Comment expliquer alors l'abondance de journalistes autour de la modeste écurie Jordan qui recrutait ce Michael Schumacher en tant qu'intérimaire? Alors normalement ça se dit Michael Schumacher, à peu près. Mais on va rester sur Schumacher, juste pour vous énerver.
Simplement car Schumacher impressionne dès ses premiers tours de roue, se qualifiant 7ème et gagnant une prolongation pour le reste de la saison avant d'être engagé pour sa première année complète chez Benetton en 92. 8 podiums, 3 4e places et une 7ème place, faisant totalement oublier l'existence de Martin Brundle, son expérimenté coéquipier, il marque à nouveau les esprits en Belgique en remportant la course avec une sublime maîtrise de sa machine, démontrant un talent unique sous la pluie et faisant oublier les Williams dominantes de Mansell et Patrese. Je vous parle de Formule 1, mais là, vous voyez un motard à l'image. Eh bien, si vous êtes passionné de bicycles motorisés, vous aurez reconnu John Surtees, septuple champion du monde moto. Mais pour cette légende du deux roues, le challenge était insuffisant, et les yeux étaient rivés sur lui lorsqu'il débutait en Formule 1 chez Lotus en 1960. Inutile d'imaginer la réaction du monde lorsqu'il conclut sa deuxième course en 2e place et prenait la pole position pour son 3e Grand Prix. Ce sera sa seule arrivée sur ses 4 participations en 60, année durant laquelle il gagna au passage le titre en 350 et 500 cm3. Nul autre que la Scuderia Ferrari lui donne sa chance et il ne déçoit pas remportant ses 2 premières courses sur l'horrible tracé du Nürburgring en 63 et 64. Après une victoire en rouge à Monza en 64, les tifosi envahissent la piste pour célébrer leur héros et instaurer une forme de tradition avant que le Britannique ne devienne au Mexique le premier et seul pilote à gagner un titre en moto et en Formule 1. Ayrton Senna et début égale toujours Monaco 84, Grand Prix où il flottait avec aisance dans sa modeste Toleman, mais ce serait faire trop d'ombre à ce que le prodige brésilien a accompli pour sa première année en Formule 1, se faisant déjà remarquer par ses collègues pour la première manche au Brésil, en démontrant une personnalité très accueillante sur ses terres natales envers ses confrères. Jacques Lafitte expliquait qu'il leur avait offert une bouteille de rouge au resto pour leur faire goûter les spécialités locales, alors qu'ils se connaissaient pas. Voilà, comme ça. Et en piste, il éblouit dès les secondes et 3e manches en terminant 6e, ce qui était alors synonyme de première place à donner des points. En plus de sa 2e position à Monaco, il prend 2 autres podiums. S'il avait démontré son aisance sous la pluie et sa précision technique avec ses débriefings, son ingénieur Pat Symonds sera estomaqué que le Brésilien ose prétexter que son crash au Grand Prix de Dallas était dû au mur qui avait bougé. Quelle audace, se dit le futur concepteur de la magouille du Grand Prix de Singapour, qu'un rookie ose prétendre être si minutieux et si précis. Mais le pire, c'est qu'après vérification, Senna avait raison. Une réelle polémique naquit en 2001 lorsque Peter Sauber signait un pilote aussi inexpérimenté que Kimi Raikkonen, auteur de seulement 23 départs en monoplace avant cela, dont 13 victoires sur ces 23 départs. Il obtint une super licence probatoire, mais elle fut validée dès la fin de son premier Grand Prix où il terminait 6e. Parce que l'homme de glace fut absolument flamboyant par ses facilités à comprendre la voiture et son calme en toutes circonstances. Pourquoi stresser avant ses premiers essais en Formule 1 ? Il veut profiter d'une opportunité. Pourquoi ne pas piquer un Sam à moins d'1 heure du départ ? Ça l'aide à se concentrer. Raikkonen était sublime en course, épatant par sa capacité à extraire de la performance avec des pneus usés, et il entra 4 fois dans le top 6 pour marquer des points et terminer 10e du championnat. McLaren n'a pas hésité à sortir le gros chéquier pour acheter son contrat à Sauber dès 2002 pour remplacer son double champion du monde Mika Häkkinen, et la suite, on la connaît. Après des débuts à aligner 3 ou 4 pilotes dans les années 50, Ferrari souffrait financièrement dans les années 60 et avait restreint ses pilotes au fil des années. À la fin de la décennie, c'était Jackie Ickx qui servait de tête d'affiche avec un second pilote changeant régulièrement. En 1970, le Suisse Claire Regazzoni arrive à Zandvoort et impressionne avec 2 4e places. Il est ensuite signé pour terminer les 5 courses restantes, ce qu'il fait avec brio, prenant 3 2e places et une victoire à Monza. Ayant manqué 5 manches, il termine tout de même 3e du championnat à seulement 7 points de Ickx, et on peut même supposer qu'il aurait pu jouer le titre s'il avait pris part aux premières manches de la saison. Et pour conclure cette émission qui est totalement, comme je le disais, non exhaustive, j'ai quand même envie de faire quelques mentions honorables, histoire de pas trop me faire taper dessus. J'ai parlé par exemple de Hamilton, mais il aurait été tout à fait mérité d'un pur Sébastien Vettel, qui a fait une arrivée en courte saison tonitruante, et a pris une victoire dans une Toro Rosso l'année suivante, et j'en dirais autant du très très beau Robert Kubica. On peut naturellement parler de notre génération actuelle, de Verstappen, Leclerc, Piastri et j'en oublie, mais bon, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous raconter des trucs que vous savez déjà.
sauf si vous saviez déjà tout ce que je vous ai dit, auquel cas je me demande à quoi je sers. Mais en revanche, tout le monde n'a pas connu J.P. Montoya, qui a pour surmarquer les esprits en 2001, pas toujours de la meilleure des manières, certes, étant parfois brouillon, ou parfois juste trop lent, mais lorsqu'il arrivait à trouver son confort, il était parmi les meilleurs pour taquiner un futur septuple champion du monde, et prenait même sa première victoire comme par habitude. Difficile de faire impression dans la pire voiture du plateau, mais je suis obligé de mentionner Mark Goat Webber, qui saisit une sublime opportunité pour sa première course, démontrant une de ses plus grandes forces en étant impossible à dépasser, et fut élu rookie de l'année en fin de saison. Carlos Reutemann, qui a pris un podium pour son premier Grand Prix lors d'une épreuve hors championnat, et qui est le seul pilote avec Villeneuve et Andretti, et avec Farina si on veut l'ajouter, à avoir pris une pole position pour sa première participation en championnat du monde. Et juste pour le kiff, un petit mot pour conclure sur Mike Hawthorne, qui avait certes déjà pas mal roulé pour Ferrari en 52 avant de prendre sa première victoire en 53, parce que c'était une victoire magistrale qui me force à vous renvoyer vers ma rétrospective de la saison 53 pour plus de détails. Bah ouais, faut bien que je me fasse de la pub, sinon personne va m'en faire. Enfin, je sais pas. Peut-être que tu m'en fais, si tu m'en fais, c'est sympa. Et en parlant de pub, je vous invite encore une fois à aller regarder les vidéos de Formule Blabla. Et à vous renseigner sur l'offre CyberGhost VPN que je remercie pour avoir payé les croquettes. Viens là, toi. Voilà, il paye les croquettes de cacahuètes. Merci, rendors-toi. Voilà. Et je pense sincèrement que c'est une alternative qui peut pas être débile si vous voulez pouvoir suivre la Formule 1 sans avoir à vous abonner pour un service de streaming que je ne mentionnerai pas mais qui coûte extrêmement cher en France. Des bisous.